Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Juris. Vous connaissez probablement tous l'histoire d'Oliver Twist, ne serait-ce que de nom. C'est un roman britannique paru en feuilleton mensuel entre 1837 et 1839 et qui parle de l'enfance d'Oliver Twist. Oliver Twist est orphelin et soumis à des privations et des vexations dans l'hospice paroissial, une workhouse, où il fut laissé à la suite de la mort de sa mère. Ces workhouses étaient de véritables sweatshops, dans lesquels les enfants travaillaient à la sueur de leur front pour peu de choses en retour. Dans ce roman, Charles Dickens voulait dénoncer le travail des enfants et toute leur horreur en son temps. Le code du travail, n'en déplaise à certains militants, est le meilleur ami du travailleur et ne fut pourtant adopté qu'en 1910. En France, il y eut la première loi sur le travail des enfants en 1841, puis en 1874. En Angleterre, le travail des enfants a été réglementé de nombreuses fois au travers de ce qu'on appelle les Factory Acts. À l'époque où se déroule le roman Oliver Twist, donc, l'emploi des enfants est régi par le Factory Act de 1833, qui limite à 48 heures le travail hebdomadaire d'un enfant. Aujourd'hui, le document de référence nous vient de l'Organisation internationale du travail. Il s'agit de la convention numéro 138 sur l'âge minimum d'emploi qui date de 1973. L'OIT définit un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans et le travail comme étant une activité économique. L'OIT distingue en 1973 un âge minimum général, un âge minimum pour les travaux légers et un autre pour les travaux dangereux. Elle distingue aussi les pays où les services économiques et l'éducation sont insuffisamment développés, et les autres. Pour les autres pays, l'âge minimum général est de 15 ans, ou l'âge de fin de scolarisation obligatoire si ce dernier est plus élevé. Il est de 14 ans dans les pays en développement. Pour les travaux légers, l'âge du travail est de 13 ans, pour les travaux dangereux de 18 ans, voire 16 ans selon certaines conditions. Toutefois, malgré les différentes lois, on estime en 2000 que plus de 210 millions d'enfants de 5 à 14 ans et 140 millions d'adolescents de 15 à 17 ans exerceraient un travail dans le monde. Parmi eux, plus de 8 millions seraient des enfants soldats, prostitués, dans la pornographie, les travaux forcés, des trafics ou des activités illicites. Dans tous les cas, le travail des enfants a drastiquement diminué au cours des dernières décennies. Mais il y a très peu de temps encore, un phénomène se propageait sur les réseaux sociaux et inquiétait pour les mêmes raisons. Les enfants stars sur YouTube. Vous en connaissez peut-être, nous ne nommerons pas de chaînes encore actives, mais sachez qu'ils sont parmi les contenus les plus regardés sur la plateforme. Et pour cause, YouTube a un public majoritairement constitué d'enfants ou de personnes jeunes. De ce fait, les chaînes d'enfants atteignent un nombre de vues extrêmement important. Mais très vite, quelque chose a commencé à déranger concernant ces chaînes pour enfants. Planning très carré de vidéos, mise en scène et directives de leurs parents, qui, ironiquement, se montrent très rarement avec leurs enfants, questions financières permanentes entre les produits dérivés, la monétisation, les droits à l'image et autres orgies de comptes sur les réseaux sociaux servant à faire des placements de produits. N'ayons pas peur des mots, les enfants stars de YouTube travaillent au sens juridique du terme. Et c'est un problème majeur puisque le travail des enfants est normalement interdit, et il existait un véritable vide juridique à cet endroit du droit. La situation était d'autant plus inquiétante qu'il existait parfois de véritables liens de subordination assez toxiques entre les parents et leurs propres enfants. Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation au numérique, dit de ces vidéos qu'elles représentent un travail illicite. On parle pour certaines chaînes de 35 vidéos publiées chaque mois. Donc autant dire que ces enfants n'ont plus de loisirs, ou que c'est devenu leur principal loisir. Loisir entre guillemets, puisque selon nous, à partir du moment où il existe une sorte de lien de subordination entre les parents et les enfants, qui génère des revenus, on est dans un cadre de travail illégal. Ce qu'il y avait à craindre, c'était que ces enfants se retrouvent dans la situation du petit Oliver Twist, exploités gratuitement par leurs parents afin de remplir leur compte en banque. Et il y avait raison de le craindre. En 2017, par exemple, la chaîne YouTube américaine Daddy05, ayant cumulé 173 millions de vues au cours de son existence, avait fait scandale. Les parents en effet s'amusaient à maltraiter leurs enfants en vidéo, allant jusqu'à les faire pleurer ou les faisant se battre entre eux. Le père poussait même son enfant contre des meubles, allant jusqu'à le blesser. D'autres chaînes étaient également dans le collimateur de la justice, que ce soit pour la pression psychologique que les enfants subissent de leurs parents, qui sont aussi leurs employeurs, l'usage de leurs enfants pour faire de la publicité, ou le fait que les parents volaient l'argent gagné par les enfants. De même, beaucoup d'inquiétudes circulaient autour des réseaux pédophiles dissimulés sur YouTube. Des centaines de vidéos d'enfants en maillot de bain ou en tenue de gymnaste atteignaient parfois des millions de vues, mais avaient des publics quelque peu différents et qui les complimentaient de manière inappropriée. Ces vidéos n'ont jamais été retirées par les parents, parfois se contentant juste de supprimer l'espace commentaire et non de retirer la vidéo qui continuait à être monétisée. Est-ce que la loi en France a légiféré sur les enfants stars de YouTube ou est-ce que ce vide juridique subsiste toujours ? La loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne est passée par là. Elle est venue apporter un cadre légal à ces activités. En premier lieu, elle a donné un nom à cette activité et une catégorie, des professionnels de l'audiovisuel.
C'est-à-dire que les enfants stars sur YouTube sont désormais soumis au même régime que les enfants stars du spectacle, les enfants stars du cinéma, ou les enfants qui font du mannequinat. Ce sont des régimes dérogatoires de la Convention de 1973. La loi n'interdit donc pas le travail des enfants sur YouTube, mais détermine sa nature et la soumet à des régimes préexistants. La loi distingue deux situations. Premièrement, quand les vidéos sont publiées dans le cadre d'un travail, c'est-à-dire lorsque les vidéos sont lucratives et pensées comme telles, le code du travail s'applique à leur activité. Ça veut dire, par exemple, qu'on protège les enfants contre l'abus d'heures de travail, contre le harcèlement moral de leurs parents, et que la loi leur garantit un salaire qui n'est plus sans aucun contrôle. Les revenus dégagés de la publication des vidéos doivent obligatoirement être en partie versés par les parents à la caisse des dépôts et consignations. Cette obligation permet aux enfants d'en profiter après leur majorité ou émancipation. Son non-respect est puni par la loi d'une amende de 3 750 €. Les parents sont en plus dans l'obligation d'obtenir une autorisation individuelle auprès du préfet du siège de leur entreprise. Cela signifie que pour une chaîne YouTube centrée sur un enfant qui serait lancée par un parent, le parent devra obtenir une autorisation spéciale du préfet de son lieu d'habitation ou d'exercice de son activité audiovisuelle. Si la demande est acceptée, l'autorisation est assortie de plusieurs informations adressées aux représentants légaux. Elles énoncent notamment les conséquences sur la vie privée de l'enfant de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos, ce qui est une bonne piqûre de rappel pour certains parents qui ne pensent parfois pas au harcèlement que pourraient subir leurs enfants au collège ou au lycée. Pour mieux informer les mineurs des dangers encourus sur Internet, la loi encourage les plateformes de vidéos en ligne à produire et à adopter des chartes avec l'aide des associations de protection de l'enfance. Le contenu doit d'abord aborder l'impact sur la vie privée et les risques psychologiques liés à la diffusion de l'image. Ainsi, l'objectif est d'empêcher tout cyberharcèlement et exploitation à des fins commerciales des données à caractère personnel sans l'accord de l'enfant. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, est mobilisé pour inciter les plateformes à signer ce type de charte. Même si, ne soyons pas idéalistes, cela n'est pas suffisant en soi pour bien protéger un enfant contre ses propres parents. La loi distingue ensuite si les vidéos sont publiées dans le cadre d'un loisir. Les enfants qui réalisent et mettent en ligne des vidéos sur leur temps libre sont aussi protégés par la loi. La loi a en effet prévu le cas des parents qui mentiraient sur le fait que les vidéos de leurs enfants soient dans le cadre d'un loisir. En effet, une déclaration auprès de l'autorité compétente devient également nécessaire lorsque des revenus importants sont perçus ou lorsque les vidéos publiées sont très nombreuses. Les parents sont aussi tenus de placer une partie de ces revenus à la caisse des dépôts. Il n'y a donc pas de moyen pour les parents de cacher sous le manteau de l'argent en déclarant l'activité de leur enfant comme un simple loisir. La loi prévoit également un droit à l'oubli pour les enfants. La loi Informatique et Liberté, le 6 janvier 1978, permet aux enfants de demander l'effacement des données à caractère personnel sans accord des parents et quelle que soit la nature de leur activité. Les parents ne peuvent donc plus prendre en otage l'image de leurs enfants lorsque ces derniers décident d'effacer leur ancienne carrière de youtubeur. Pour cela, ils s'adressent directement à la plateforme en ligne concernée. Celle-ci se retrouve dans l'obligation d'accéder à la requête et donc de supprimer la ou les vidéos dans les plus brefs délais. La loi entérine ainsi le droit à l'image des enfants, et ce, peu importe leurs activités. Reste le problème des enfants victimes de l'œil malveillant des pédophiles, et ça, malheureusement, la loi n'a pas trouvé de solution comme pour les autres enfants stars. Il reste bien, comme dit plus tôt, le droit pour l'enfant de faire retirer la vidéo qu'il juge dangereuse pour sa vie privée, mais cela reste encore limité en termes d'action. Encore faut-il que l'enfant, par exemple, ait conscience qu'il est visionné par des prédateurs ou que ses parents le lui disent. Cette loi, bien qu'elle pose enfin un cadre, ce qui est une très bonne chose, aux activités des enfants stars sur YouTube, eh bien il ne faut pas la voir comme une panacée forcément. En effet, difficile de pouvoir contrôler ce qu'il se passe dans le milieu familial. Il est très difficile pour un enfant, et même dans les relations intrafamiliales de manière générale, d'avoir l'idée de porter plainte contre un parent ou un proche. Et même, tout simplement pour l'enfant, de connaître l'existence de ses droits. L'enfant n'aura donc pas forcément le réflexe de saisir le juge. Difficile pour le juge de venir contrôler le cadre familial d'un enfant. Et si l'autorisation préalable du préfet permet un petit contrôle de l'initiative des parents et de leur personnalité, eh bien cela ne garantit pas pour autant que les enfants ne seront pas maltraités ou abusés. Alors les enfants stars sur YouTube sont-ils des Oliver Twist du 21e siècle ? Eh bien, même s'il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, et que c'est moralement discutable, il faut le dire, les situations ne sont pas vraiment comparables. Les enfants stars de YouTube, bien que potentiellement soumis à beaucoup de pression psychologique, exercent généralement des activités qui ne les mettent pas en danger directement. On ne parle pas d'aller à la mine ou de fabriquer des produits à la chaîne dans de grandes usines. On ne peut donc pas dire, raisonnablement, qu'ils sont des enfants esclaves comme cela pouvait être presque le cas au 19e siècle. Cependant, peut-être il ne faut pas négliger justement les dangers indirects que peuvent causer ces pratiques, comme le harcèlement et les maltraitances physiques ou mentales, devant ou derrière les caméras. Et surtout, quel impact l'exposition des plus jeunes devant Internet et un public, si tôt, peut avoir sur leur développement et leur bien-être. Mais ça, seul le temps pourra nous le dire.
C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Juriste, de commenter, de partager la vidéo afin de nous aider avec l'algorithme de YouTube, et sur ce, nous vous souhaitons à très bientôt sur ABC Juriste.